Et nous nous retrouvons à nouveau en ce mercredi 14 mai avec Brigitte, avec Aya, avec Delphine, avec Carole qui ont eu la gentillesse de nous envoyer un petit message. Eh bien écoutez, bienvenue à vous quatre, bienvenue aussi à toutes celles et tous ceux qui sont également déjà connectés. Bonjour à Anthony Quindroy. Bonjour Sylvain. Et bonjour à Baptiste Leroux. Bonjour Sylvain. Bonjour Anthony. Les journalistes, deux des journalistes de la grande équipe de Paris-Normandie. On passera d'ailleurs par les rédactions locales de Paris-Normandie aujourd'hui. Nous passerons par Louviers, par Fécamp, par Vernon. Et dans la première partie de l'émission, nous accueillerons Thomas Juin. Il est, entre guillemets, le patron des aéroports français. Il représente, c'est presque 200 aéroports, il y en a beaucoup en France, vous verrez. Que se passe-t-il dans le transport aérien vu par les patrons d'aéroports? Est-ce que nous repartirons en vacances, pour certains d'entre nous qui le souhaitent, cet été avec des avions de ligne? C'est toutes ces questions et beaucoup d'autres qu'on va lui poser. Ça commence maintenant, lignes ouvertes en direct avec vous sur Paris Normandie, le site web, la page Facebook et avec les auditeurs de Radio Sensation. Une dans Paris Normandie, dans d'autres médias aussi, mais puisqu'on commente régulièrement la une de Paris Normandie, une positive, ça repart. Ça repart en effet, Sylvain, sur les marchés. Je crois qu'il y a une vraie satisfaction des gens de retrouver quand même ce quotidien, parce que ça fait partie quand même de la vie, d'aller sur les marchés, faire ses emplettes. Bien entendu aussi du côté des commerçants, des producteurs, il y avait une vraie attente, il y avait un vrai manque à gagner aussi également. Il y a eu 2 mois où il n'y a pas eu de marché, ou en tous les cas dans des conditions très, très mesurées. Voilà, tout le monde est content de se revoir, même si les gestes barrières sont respectés, même s'il y a des mesures de protection mises en place. À titre personnel, je suis allé hier chez un libraire que je n'avais pas vu depuis longtemps, et c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir retourner dans les boutiques, oui. De pouvoir... Alors évidemment, on ne manipule pas les produits comme on le faisait auparavant, il y a des gestes barrières à appliquer, mais en tout cas, voilà, de retourner voir nos petits commerçants, ça fait du bien. Alors on peut dire d'ailleurs, Anthony, à nos amis qui nous suivent, que là, dans les jours qui viennent, on va s'intéresser aux libraires, on va s'intéresser aussi à l'édition littéraire, parce que vous avez entendu, le chiffre il est important, il y a à peu près 700 livres qui vont sortir. On a commencé à s'y intéresser dès le début de la crise, puisqu'on a beaucoup parlé des libraires qui ont dû fermer, des drives qui ont pu se mettre en place, des problèmes que ça pouvait poser pour leur trésorerie et aussi pour les auteurs qui sont pénalisés. Mais effectivement, on travaille sur un sujet avec les éditeurs pour en savoir un peu plus sur ce qu'impliquent ces reports, sur ce qu'impliquent ces reports aussi pour les auteurs, sur la façon dont ils vont gagner de l'argent, tout simplement, parce que pour certains, c'est vraiment compliqué, notamment pour ceux dont c'était le premier livre. Donc voilà, il y a pas mal de choses à voir dans ces interrogations-là. Sachant que c'est une période également où il y a quand même beaucoup de sorties à partir du printemps jusqu'à l'été. Donc là, il y a quand même beaucoup de livres dont la sortie a été décalée. A été différée, oui. A été différée, et là, on va se retrouver fin mai, début juin, avec quand même beaucoup de sorties. Mais on se retrouve finalement avec une masse de livres, on disait à peu près 700. C'est même presque davantage que les rentrées littéraires de septembre, où en général on est quoi, à 500-600 ? C'est équivalent. C'est l'ordre de grandeur. Généralement on est dans les 600-650. Là effectivement il va y avoir un afflux, à voir aussi comment les gens vont consommer entre guillemets les livres, parce que les budgets ne sont pas extensibles non plus. Donc voilà, il y a pas mal de répercussions qui seront intéressantes à étudier. On s'intéressera aux auteurs aussi, Anthony, évidemment, parce que pas facile évidemment. Pour eux d'un point de vue économique. Pas de livres sans auteur, donc il y a pas mal de choses à voir là-dessus. On ne va pas tout dévoiler parce que le sujet, on y travaille. Il faut savoir quand même que pour les auteurs, en effet, là ça commence maintenant, c'est 2 mois où il n'y a pas eu de rentrée financière, mais c'est surtout ça se joue dans 1 an ou dans 6 mois, puisqu'en fait les auteurs sont toujours payés avec du décalage en fonction en fait de la production qui a été écoulée. Donc là où ça sera compliqué, ça sera peut-être en fin d'année ou en début d'année prochaine, au moment du paiement. Et pour en avoir parlé avec quelques-uns, certains dont c'était les premiers ouvrages ne vont rien toucher du tout. C'est décalé, donc ils se retrouvent le bec dans l'eau complètement. Et il n'y a pas forcément d'aide en conséquence. Alors messieurs, des petits messages très féminins qui nous parviennent. Les messages de Laurine, d'Angélique, de Valérie, de Muguette, de Carole. Mais j'ai envie de dire, où sont les hommes ? Alors, sur le plateau. Sur le plateau. Voilà. Merci, c'est toujours très sympa à vous de nous envoyer ces petits messages qui nous font bien plaisir. On a toujours le regard porté sur les pharmacies, messieurs. L'occasion justement, en ce début de programme, de faire un point avec une pharmacienne, avec Laurence Macaire, qui est pharmacienne au Nice Canet, en Normandie. Bonjour Madame la pharmacienne. Bonjour. Alors, on voit votre nom apparaître, ça ne saurait tarder sur l'écran. Malheureusement, on n'a pas de photo, vous n'avez pas eu le temps. Si,
Si, je viens de vous en envoyer une par mail, Ah bon. mais c'est vrai que ce matin j'étais vraiment débordée. Alors justement, pourquoi vous êtes débordé ce matin? Racontez-nous. Alors nous sommes débordés, enfin pas que ce matin, hein. Nous sommes débordés depuis bientôt 8 semaines. Parce qu'en fait, il a fallu répondre à la demande des patients, et c'est tout à fait normal. Hein. Les patients qui étaient déjà, extrêmement angoissés, deux, complètement démunis, parce qu'ils ne savaient plus comment faire, s'ils devaient consulter, s'ils avaient le droit de renouveler leur prescription. Au début, c'est vrai que ça a été un grand changement pour eux. Et puis récemment, fourniture des masques, les gels hydroalcooliques, enfin tout ce qu'il faut pour respecter les gestes barrières. Et c'est vrai que voilà, en ce moment nous sommes un peu débordés. Je pense que tout commence quand même à reprendre tout rentre dans l'ordre, dans la mesure où maintenant les patients commencent à retourner voir leur médecin. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment, je pense, le message qu'il faut faire passer aux patients, c'est qu'il n'y a pas de danger. Tous les patients peuvent aller voir leur médecin. Les cabinets sont tout à fait... il n'y a pas plus de danger d'aller voir en ce moment leur médecin qu'auparavant. Donc, il faut vraiment inciter les patients à retourner voir leur médecin. Et en adoptant tout à fait les gestes de sécurité. Baptiste, est-ce que ces patients justement qui avaient délaissé un petit peu les cabinets médicaux, est-ce qu'ils avaient délaissé aussi les pharmacies? Je pense à des patients avec des pathologies classiques. Est-ce qu'ils venaient quand même vous voir? Tout à fait, encore plus que d'habitude. Parce que sincèrement, quand je vous dis qu'au début, les patients refusaient catégoriquement de retourner voir leur médecin et venaient nous voir en pensant qu'on allait pouvoir répondre à toutes leurs questions. Certaines, oui. Les renouvellements d'ordonnances au début, oui. Mais pour d'autres problèmes, non. Le médecin est absolument indispensable. Qu'est-ce que vous pensez, madame? Il y a eu une polémique un petit peu, en tous les cas, il y a une dizaine de jours, sur les masques dans la grande distribution et le fait que les pharmaciens, au départ, ont été empêchés de vendre des masques. Aujourd'hui, voilà, les choses rentrent un petit peu dans l'ordre. La grande distribution, c'est aussi c'est défendu, en tous les cas, de faire du business et du commerce sur la vente de ces masques. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué. Très compliqué de ne pas être en colère, très compliqué. En fait, ce qui était vraiment, j'ai trouvé terriblement injuste, c'est que certains pharmaciens avaient des masques à vendre. Il faut bien faire le distinguo entre les masques qui nous sont donnés par l'État, et dont le stock, dont on gère le stock et que l'on doit de façon très réglementée distribuer aux soignants. On ne parle pas de ces masques-là, on est bien d'accord. Ça c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait à part. Mais certains pharmaciens avaient des masques à usage unique qu'ils avaient eux-mêmes achetés et qu'ils n'avaient pas l'autorisation de vendre, alors que les grandes surfaces, elles, pouvaient les vendre. Imaginez un peu le patient qui vient à la pharmacie, qui veut des masques, ce qui est normal parce qu'il sait que le déconfinement arrive et qu'il va falloir sortir avec un masque. Le pharmacien ne peut pas lui en vendre, alors que dans certaines grandes surfaces, il y a une queue pas possible parce qu'il y a des dizaines et des dizaines et des centaines de boîtes qui sont vendues. C'est ce que nous expliquait effectivement c'est vrai qu'au Karine début, Wolf. J'étais un peu révoltée, je vous le dis franchement. J'ai trouvé ça absolument révoltant qu'on nous interdise la vente de masques. Bon, maintenant, tout est rentré dans l'ordre, on peut en vendre. Et aujourd'hui, vous avez les stocks nécessaires pour toutes les personnes qui viennent en demander? Oui, tout à fait. Moi, j'ai réussi à me fournir des masques, des masques à usage unique, ainsi que des masques réutilisables, des masques filtrants réutilisables. Et vous avez réussi à vous fournir comment? Par mon groupement de pharmaciens. Tout simplement. Petite question, Madame Macaire, je mets ma casquette de journaliste police-justice. Ouais. Les pharmaciens, en tous les cas, pouvaient faire partie de cette chaîne qui pouvait accueillir des femmes qui auraient subi des violences. Ouais. Est-ce que ça a été le cas pour vous ou alors pour certains de vos confrères et consoeurs?
moi non. En tout cas, c'est vrai que j'avais bien affiché. Voilà, j'avais affiché à la pharmacie. Je connaissais le protocole. Oui. Moi, je n'ai eu aucune femme ou aucun homme. Oui, aucun homme. C'est plus rare, mais en effet, oui. Aucune personne qui soit venue pour se plaindre de violences conjugales. Et chez vos confrères ou consoeurs, vous en avez entendu parler? Non, j'en ai pas entendu parler. Madame Macaire, oui, je me permets d'intervenir. On a une internaute, Valérie, qui vous envoie un message. Elle dit moi, pour ma part, j'ai du mal à en trouver. Il y a des pharmacies, un certain nombre, où je n'en trouve pas des masques. Des masques. Écoutez, moi je sais que moi j'ai réussi à m'en procurer. Je sais que certaines pharmacies aux alentours, près de chez moi, n'en ont pas encore. Je crois qu'il a fallu être extrêmement réactif au moment des commandes de masques. Ça, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que ça a entraîné malheureusement des disparités d'approvisionnement au sein des pharmacies. Voilà, moi j'ai été chanceuse, j'en ai eu, j'ai pu répondre à la demande et approvisionner tous les patients du quartier. Mais je suis complètement d'accord que c'est compliqué encore de s'en procurer. Je pense que ça va rentrer dans l'ordre parce que la production a été augmentée, que l'approvisionnement est moins tendu. Mais c'est vrai que ça a été compliqué et ça l'est encore dans certains endroits, en effet. Madame la pharmacienne, vous êtes pressée et donc on respecte ce timing qui est le vôtre. Merci d'avoir pris le temps d'intervenir dans Lignes Ouvertes en ce mercredi en direct. Merci à vous. Merci à tous et bon courage à tous. Merci à vous. Peut-être juste préciser qu'il y a un dossier dans le quotidien Paris-Normandie du jour sur les commandes et les livraisons de masques, un dossier réalisé par notre collègue Violaine Gargala. En page 4 et 5 et en page 2 et 3, on parle de tourisme aujourd'hui dans Paris-Normandie. Ça va nous faire le lien avec notre prochain invité. Un plan Marshall, dites-vous, pour le tourisme qui en a bien besoin. Plan Marshall qui sera détaillé aujourd'hui, cet après-midi. Louis Philippe en personne d'ailleurs, qui monte un petit peu au créneau. Il faut savoir que pour la région, ça a un impact énorme, le tourisme, que ce soit sur nos côtes, mais aussi dans l'Eure, aussi sur Rouen. Voilà, il y a quand même une activité énorme en termes économiques qui repose sur le tourisme. Donc ce sont quand même des heures importantes. Et les mesures qui vont être prises vont permettre peut-être de relancer aussi un petit peu cette saison. Voilà, c'est très attendu dans la région. Avec toujours de grosses incertitudes, on en parle depuis le début aussi, sur la restauration, sur les cafés, sur les bars, sur les hôtels qui ne peuvent toujours pas ouvrir et qui n'ont pas encore de date de réouverture. Alors, le président a annoncé qu'on en saurait plus après le week-end de la Pentecôte, c'est-à-dire vers le 2 juin. L'UMI nous disait, il y a encore peu de temps, qu'ils ne tablaient pas, eux, sur une ouverture début juin. Ils étaient plutôt pessimistes là-dessus. Ils pouvaient espérer une réouverture possible aux alentours du 15, mais encore là, ils restent très prudents sur cette question. Il y a la question aussi des vacances. Est-ce qu'on pourra... ça va être précisé là, dans les semaines à venir. Est-ce qu'on pourra aller sur les plages ou pas? Enfin, voilà, il y a une vraie importance sur notre littoral normand. Et puis, est-ce qu'on pourra prendre de la hauteur, de l'altitude? Est-ce que tout cela, ça va être de nature à refaire voler les avions, à refaire fonctionner les aéroports? Vous toutes et tous qui nous suivez sur les supports numériques de Paris-Normandie et sur les ondes de Radio Sensation, participez, commentez, posez vos questions, parce qu'on a la chance d'avoir Monsieur Thomas Join. Bonjour Thomas Join. Bonjour. Bonjour, merci et bienvenue en direct sur le plateau de Lignes Ouvertes. Vous êtes le président de l'UAF, ça veut dire Union des aéroports français. Bon, je vous donnais un peu de grade, puisque je le mettais entre guillemets en lancement tout à l'heure. Je disais que vous étiez en quelque sorte le patron des aéroports français. Pas loin de 200 aéroports en France, des gros, des petits, bien sûr, Orly, Roissy, mais aussi des petits aéroports de proximité. Alors, première question, on a l'impression que le moral est vraiment très, très en berne dans les aéroports français. On avait il n'y a pas longtemps Marilyn Ezagron qui est la patronne de Deauville et de Caen. Elle était très très en questionnement. Vous en êtes où, vous, le président national? Écoutez, le questionnement, il est en effet de mise, c'est la moindre des choses. On a une situation dont, je disais, la brutalité, l'intensité et l'ampleur est sans précédent. Brutalité, puisqu'en quelques semaines, l'activité s'est arrêtée, on peut dire, complètement, pratiquement. L'ampleur, on n'a jamais vu un tel phénomène à l'échelon mondial. Et puis l'intensité, puisque nous n'avons plus de passagers, plus d'activité. Alors une activité fret qui continue en effet, aussi des vols sanitaires, des rapatriements, mais l'activité commerciale que l'on connaissait depuis l'histoire de l'aviation commerciale, c'est quasiment arrêté. Et ça, c'est inédit. Donc on a une situation qui va reprendre.
mais moi je parle plus d'une reconstruction que d'une reprise, puisqu'une reprise voudrait dire qu'on reprend le programme tel qu'on l'avait arrêté. Or ce ne sera pas le cas. On va assister dans les mois qui viennent et même les années. Oui, justement, Thomas Join, effectivement, vous êtes donc en phase avec le président d'Air France, Ben Smith, qui dit que ça ne reviendra pas à la normale avant 2022. Le secteur va être transformé, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on peut être étonné en effet qu'une activité qui s'arrête quelques semaines, on mette des années à se reprendre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme ça a été tellement brutal et intense, les compagnies aériennes sont comme dans la grande distribution, un peu avec des marges réduites. Et donc, il va nécessairement y avoir de la casse, comme on dit, et donc le secteur va être transformé. Et au final, dans quelques mois, j'ai envie de dire après l'été même, voire en 2021, il va y avoir une consolidation accélérée du secteur et donc une réduction de l'offre. Thomas... Et donc les aéroports français vont devoir faire avec. Thomas Juin, une question. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi les règles de distanciation physique ne sont pas appliquées dans les avions. Alors qu'elles le sont dans les trains. Alors qu'elles le sont dans les trains. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Alors écoutez, sur les avions, on a déjà en effet des dispositions qui ont été prises par décret pour les aéroports et les avions, avec le port du masque obligatoire, qui était l'élément pour nous essentiel. Le fait que tout passager, tout public d'ailleurs, qui rentre dans une aérogare et ensuite prend l'avion, soit doté d'un masque. Ensuite, vous avez aujourd'hui le gouvernement qui est sur des étapes intermédiaires, où là, de toute façon, dans les avions, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde en moyenne, donc la distanciation, elle est quasiment assurée. Et on se projette maintenant à la mi-juin, clairement. C'est-à-dire que le trafic, il va commencer à reprendre tout doucement en mai, mais à la mi-juin, avec des lignes qui vont se rajouter. Et quel élément essentiel, c'est la coordination entre États. Qu'est-ce que feront les États en Europe? Parce que ça ne sert à rien de dire distanciation, pas distanciation, on enlève un siège, deux sièges. Contrairement au train, contrairement au métro, l'avion est intimement lié à la réciprocité qu'il peut y avoir entre les États sur des mesures sanitaires. Mais et donc, le gouvernement français, je sais, s'attelle à cela. Et donc après, pourquoi il pourrait y avoir une différence? C'est parce que les conditions à bord dans une cabine sont différentes aussi que dans les autres transports en commun. Clairement, sont différentes. C'est-à-dire, en quelques mots? C'est-à-dire que vous avez des mesures dans un avion qui sont différentes. Déjà, vous avez du personnel à bord qui est là, qui surveille. Vous n'avez pas cela dans les trains comme cela, où on monte dans un train comme ça. Donc vous montez, vous devez vous asseoir, vous devez être dans une situation différente. Et ensuite, en cabine, vous avez un filtrage de la cabine qui n'a rien à voir. J'ai entendu que le train, c'était équivalent. Ça n'a rien à voir. Vous savez très bien, quand vous montez dans un avion, quand la cabine donc, est fermée, vous avez un système de filtre qui se met en place. Ce que l'on ne sait pas, c'est que c'est quasiment équivalent à ce qui est prévu dans un bloc opératoire. Oui, alors justement, est-ce que ça nous préserve, ou en partie ou totalement, d'attraper le virus? Alors, si quelqu'un sait dire aujourd'hui comment on peut ne pas attraper le virus à 100%, ça, on est preneur. Aujourd'hui, il y a des précautions, en effet, avec le masque, avec ce système de filtre qui réduit ce risque. La réduction à 100%, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement avance pas à pas sur ce sujet, se coordonne avec les autres pays, et on connaîtra en effet finalement la mesure qui sera prise lorsque la coordination sera effective. Et lorsque les vols seront, je pense, plus en capacité de recevoir des passagers, la mesure adéquate sera prise. Aujourd'hui, c'est un peu tôt pour vous le dire. Thomas Join, donc pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, soit sur les supports de Paris Normandie, soit sur les ondes de Radio Sensation, je précise que nous sommes avec le président national de l'Union des aéroports français. Donc Thomas Join représente l'ensemble des aéroports français, y compris les plus gros, comme Roissy-Charles de Gaulle ou Orly. Et puis aussi les plus petits. Vous avez raison, Anthony. Deux questions, Thomas Join, des internautes qui nous suivent. Vous êtes plutôt, vous, côté aéroport que côté compagnie aérienne, mais on nous pose la question, est-ce que le fait de ne pas faire voler des avions, est-ce que cela les fragilise? Ah non, pas du tout. Les avions sont entretenus et d'ailleurs continuent à voler. Il faut savoir que les compagnies aériennes qui ont mis leurs avions au parking
on continue à faire voler leurs avions pour des vérifications techniques, continue à faire tourner les moteurs. Et donc non, bien sûr que non. Vous imaginez bien que les normes en la matière sont tellement, et tant mieux, extrêmement contraignantes. Donc on rassure notre internaute. On rassure notre internaute. L'avion ne repartirait pas si elle n'était pas en toute sécurité. Deuxième question de nos web spectateurs. Est-ce que la pérennité de certains aéroports est remise en cause? Et puis évidemment, ce qui intéresse nos internautes qui sont normands, qu'en est-il des aéroports normands? Écoutez, c'est plus faut parler de connectivité aérienne, parce que vous avez des aéroports qui n'ont pas de ligne aérienne. Vous avez des aéroports qui ont des activités industrielles, d'aviation générale et d'affaires. Donc plus de pérennité, c'est plus le réseau aéroportuaire de ligne France. Clairement, on va assister à une baisse de la connectivité, que ce soit en Normandie ou ailleurs. Sur cet été, on va avoir une baisse conséquente sur des aéroports qui sont à vocation très touristique, encore plus forte, puisque clairement, l'ouverture des frontières n'est pas encore au rendez-vous, notamment extra-Europe. Donc vous allez assister à une baisse. Est-ce qu'il faut craindre le pire, Thomas Join, pour un aéroport low cost, entre guillemets, en tous les cas, qui accueille du low cost? Je pense notamment à Beauvais, qui est un aéroport, je pense, très commercial et touristique. Alors, c'est pas tant la question du low cost ou pas du low cost, parce qu'on serait très surpris. Je pense qu'on va être un peu surpris l'année prochaine quand on verra la situation des compagnies aériennes. Vous savez, une compagnie aérienne low cost n'est pas forcément plus fragile qu'une compagnie, bien au contraire, puisque dans la période dans laquelle on va entrer, au contraire, il faut que les compagnies aient les coûts les plus bas, les plus compétitifs pour résister. Ça fonctionne quand même sur le volume et la masse. Hein. Comment ? Ça fonctionne quand même sur le volume et la masse, les compagnies low cost. Oui, c'est cela. Oui. Mais et là, en ce moment, plus de volume, plus de masse. Oui, mais comme vous allez avoir une consolidation qui va intervenir, les compagnies les plus solides, paradoxalement, dans un an, seront peut-être dans une situation meilleure qu'aujourd'hui. Thomas Join, vous avez des relations à titre personnel avec Michael O'Leary, on va dire le dynamique patron de Ryanair? Oh, j'ai pas de relation à titre personnel, non. Je veux dire actuellement ou professionnel. Les aéroports ont bien sûr des relations, alors pas forcément avec Michael O'Leary, mais avec toutes les compagnies aériennes. La compagnie que vous citiez fait partie des compagnies majeures en Europe, mais elle n'est pas la seule. Et donc ce qui est important pour un aéroport, pour répondre à votre question, c'est en effet d'être en lien avec des compagnies solides. Je crois que ça c'est le maître mot, parce que demain il va falloir être sélectif. Les compagnies seront très sélectives vis-à-vis des aéroports. Elles vont choisir leur ligne encore plus qu'hier. Et les aéroports vont devoir commercer avec les compagnies les plus solides. Voilà ce que je peux vous répondre. Alors, on a un internaute qui nous dit qu'il n'a aucune... Pourquoi je vous parlais de Ryanair? Parce qu'il nous dit qu'il n'a aucune nouvelle de Ryanair suite à un voyage qu'il devait faire là, cet été en Italie. Ah, bah, écoutez, au mois d'avril. Il devait faire ça au mois d'avril et il n'a eu aucune nouvelle de Ryanair. Donc, si vous pouvez passer un coup de fil au PDG, ce serait sympa. Alors, autre question, Thomas Join. Est-ce qu'on sait à quel point ce couple aéroport, compagnie aérienne et aussi tour opérateur, ce trio est indissociable et doit fonctionner en osmose? Est-ce que tout ce qui se passe est de nature à véritablement changer les relations entre les aéroports, les compagnies aériennes et les tours opérateurs? Oui, ça va changer. Ça va changer considérablement puisque, comme je vous l'indiquais, les compagnies aériennes vont réduire leur offre et donc elles vont être beaucoup plus sélectives sur les aéroports et donc les lignes qu'elles vont choisir. Quand elles vont repartir, elles vont tout de suite choisir les lignes les plus rentables pour se refaire en trésorerie et donc en effet, ça sera beaucoup Alors, plus exemple, les lignes rentables, le type de ligne les lignes rentables, c'est sur les marchés, déjà sur les grandes agglomérations, les marchés les plus captifs. Les marchés aussi affaires où il y aura des déplacements qui vont reprendre. Voilà, les marchés par exemple qui sont touristiques extra-européens seront mis de côté bien sûr puisqu'on n'a pas encore de visibilité sur la reprise. Donc il va y avoir un tri et donc une sélection. Donc les relations seront plus déséquilibrées qu'avant entre les compagnies aériennes et les aéroports. Les aéroports seront plus en situation de faiblesse pour discuter, ça c'est clair. Sur les tours opérateurs, la question qui se pose c'est le tourisme de masse. Voilà, la question qui est un tourisme de masse beaucoup plus sur l'Espagne, Italie et autres. C'est un tourisme, à mon avis, demain, qui va être très en difficulté. Quand on voit TUI, les annonces qu'ils font, c'est pas un hasard. Je pense que le tourisme de masse est un tourisme peut-être qui a vécu.
Et c'est peut-être pas plus mal, enfin à titre personnel. Oui. Après, après il y a un débat, en tout cas sur ce sujet-là. Alors, c'est vrai que n'est pas positionné sur ce tourisme, beaucoup moins que les autres pays. Et la France a un avantage en réceptif sur ce domaine-là, et notamment, je pense, aux côtes atlantiques et autres, qui n'est pas en effet positionné sur ce type de tourisme. Les aéroports français ont perdu combien dans la crise et est-ce qu'il y a eu des aides particulières? Les aéroports, ça se chiffrera à la fin de l'année en milliards. Parce que si vous prenez bien sûr l'aéroport de Paris, vous imaginez un aéroport comme Roissy et Orly qui a même fermé. Donc c'est des milliards. Si vous prenez bien sûr tout l'écosystème sur un aéroport, vous savez que vous avez des exploitants d'aéroports qui gèrent les aéroports et vous avez toutes les sociétés qui gravitent sur les aéroports, les assistants d'escale, la sûreté. Donc c'est pour ça que je vous parle de milliards. Les aides, alors il y a eu le chômage partiel qui a été très important en effet et dont les aéroports ont eu recours de façon massive à cela. Et puis ensuite, nous avons un autre souci majeur, c'est le financement de la sûreté, police, sécurité sur les aéroports. C'est payé par le passager en totalité. C'est le seul pays en Europe qui fait cela. Donc la France a fait ce choix. Aujourd'hui, c'est 300 millions de déficit à la fin de l'année sur ces financements. Donc on a demandé à l'État que le budget général puisse venir en secours des aéroports pour financer ces missions régaliennes, puisque les autres États le font pratiquement partout en Europe. C'est en arbitrage actuellement. Et après, sur le déficit des aéroports eux-mêmes, clairement, vous allez avoir des rediscussions avec les collectivités locales, avec l'État, sur la renégociation des contrats, de tout ce qui est délégation de services publics. Et ça va venir maintenant. Les discussions commencent. Donc, est-ce que ça veut dire que, d'une façon ou d'une autre, les voyageurs paieront plus cher leur billet d'avion ? Il faut espérer que non, parce que si c'est le cas, ça va être encore une destruction de valeur encore supplémentaire de la France. Ce qu'on a demandé à l'État français, c'est le contraire. C'est de pouvoir baisser la fiscalité sur le transport aérien, au moins pendant la période de reprise. Pour faire quoi? Pour attirer le maximum de compagnies aériennes. Ce que je vous disais au départ, c'est un danger. C'est le fait qu'on va avoir une réduction de l'offre, des compagnies qui vont faire faillite. Le but des aéroports français, c'est d'attirer demain le maximum de compagnies aériennes. Celles qui restent, celles qui sont les plus solides. Et donc, il faut au contraire baisser la fiscalité et au contraire ne pas surcharger le billet d'avion. Vous visez quel taux quand vous dites baisser la fiscalité? Ce que je vise... Vous avez bien une espérance? Comment? Vous avez bien une espérance? C'est de réduire déjà la taxe d'aéroport qui paye la sécurité sûreté. C'est entre 7 et 15 euros sur un aéroport. Si on pouvait baisser cette taxe, on aurait déjà, je pense, une attractivité retrouvée sur les aéroports. Vous espérez une reprise quand? Et vous pouvez tenir combien de temps, quand je dis vous, les aéroports en général? Écoutez, clairement, ce qui se dessine avec les compagnies aériennes, c'est un vrai redémarrage à la mi-juin qui se dessine. Et juillet-août, une montée en puissance. Mais je vous le dis clairement, on sera au moins à 50% d'activité en moins sur l'année 2020. On termine par la question régionale, on y revient. Est-ce que vous pensez que les Normands pourront un peu, peut-être, pour certains d'entre eux, partir sur un vol vacances cet été 2020 depuis Deauville ou Caen? Je cite ces deux aéroports parce que sur les 4 aéroports normands, ce sont ceux sur lesquels il y a le plus de lignes vacances. Alors, il y aura quelques vols qui vont redémarrer à Caen au mois de mai avec Air France, mais clairement, sur les vacances, il faut compter à mi-juin, juillet-août. Mais si j'avais un conseil, une consigne à donner, c'est France-Europe. France-Europe pour le moment, puisqu'on sait très bien que pour l'extra-Europe, on n'a pas encore suffisamment d'infos. Donc, visons la France et Europe, il y aura des vols. Merci beaucoup Thomas Join. On a passé un peu de temps avec vous, parce qu'effectivement les questions sont nombreuses, s'agissant d'un secteur qui est absolument essentiel, bien sûr pour le tourisme, mais aussi pour l'économie d'un pays, la France, l'économie européenne et puis finalement l'économie mondiale. Merci beaucoup Thomas Join. Merci. Au revoir. Au revoir. De toute façon, on est coincé avec l'impossibilité pour l'instant de dépasser les 100 km, sauf motif impérieux, donc avant de reprendre l'avion. Ben oui, puis en plus, on ne nous a pas précisé si les 100 km, ils étaient en hauteur. Alors, l'économie. L'économie, ce sont aussi tous ces commerçants qui sont proches de chez nous, ces commerçants chez lesquels on va se fournir pour faire nos repas, pour faire la cuisine, notamment les commerces de bouche, mais pas uniquement. Eh bien, Martin Torrent, suite à une proposition, une suggestion de quelqu'un qui nous suivait là, et c'était hier, je crois. Avant-hier. Effectivement. Avant-hier. Comme quoi, on est réactif, en tout cas vous l'êtes, Martin. Il nous a proposé de partir à Mont-Saint-Aignan, au nord de Rouen, dans un centre commercial, pour ausculter un peu le pouls, prendre le pouls. C'est ça. Et vous y êtes allé, Martin? Le centre commercial des Coquilles, j'y suis allé toute l'après-midi. J'ai fait un petit reportage. Voilà, j'ai essayé d'aller voir tous les artisans, un maximum en tout cas. Et qu'est-ce que vous en avez tiré alors? Ils nous disent que finalement l'activité sur certains se porte bien et sur d'autres un peu moins bien. Mais surtout le sentiment qu'on a quand on arrive, c'est on est en sécurité. On peut aller faire nos achats en sécurité et ça c'est hyper important. C'est un point
point très important. Et ça reste quand même très convivial et on reste dans une bonne convivialité. Eh bien écoutez, on regarde vos images. Alors nous en fait on est un centre commercial un peu particulier puisqu'en fait ici on est essentiellement des artisans, il n'y a pas de grosses enseignes, donc c'est régi par un syndic de copropriété comme un immeuble classique. L'association commerçante des Coquets a dû réagir rapidement par rapport à la situation aujourd'hui sanitaire concernant la pandémie, et donc par exemple on a acheté là récemment des portants qui sont juste derrière vous. On a des petits portants gel hydroalcoolique qu'on va positionner en fait à l'intérieur de la galerie marchande pour que les gens puissent se désinfecter les mains rapidement. Qu'on a dû réagir rapidement puisque le syndic de copropriété, en fait c'est du personnel qui doit télétravailler chez eux, donc en termes de logistique c'était plus compliqué pour eux de répondre à nos besoins. On n'a pas reçu de masque, donc on a dû se débrouiller, mais on arrive comme ça à s'entraider entre commerçants, à se prêter des masques. Donc ça a été compliqué de s'organiser. On a la distanciation sociale d'un mètre 50. On conseille le port du masque, alors on peut pas le rendre obligatoire parce qu'il n'y en a pas partout. Alors c'est l'association commerçante des Coquets qui a commencé à entreprendre du coup la pose d'affiches dans les 4 entrées. Alors on les a mis dans les 4 entrées stratégiques qui mènent à la galerie marchande. Nous, on a resté ouvert toute la durée du confinement et nous, on n'a pas eu de reprise. Au contraire, on a eu une suractivité. Nous, on a eu une activité très intense depuis le confinement, depuis la date du confinement. De toute façon, l'hygiène, nous, c'est le premier souci dans une entreprise en temps normal. Aujourd'hui, il faut encore accélérer de ce côté-là et je pense qu'il faudra, dans les années à venir, encore être plus vigilant de ce côté-là. Là, vous voyez, bon, là, on va faire des plexis un petit peu à hauteur, tout ça. Bon, voilà, je pense qu'il y a encore d'autres normes qu'on va être obligé de mettre en place au fur et à mesure du temps. Il y a des marquages qui ont été faits au sol, donc pour laisser bien 1 mètre de distance entre chaque personne. Il y a eu un sens de rotation aussi, donc les personnes rentrent d'un côté mais ressortent de l'autre. Et une petite affiche aussi bien notée qu'il faut respecter la distanciation sociale. Dans ce centre commercial-là, chaque commerce a fait ses marquages soi-même, etc. pour essayer de respecter tout ça. Est-ce que vous avez mis des mesures de sécurité pour les gens ou pas? Alors oui, déjà on en a forcément, puisque un pressing, les gens nous amènent des vêtements sales, on leur rend des vêtements propres, stériles, donc il y a des circuits en fait. On a des gants avec gel hydroalcoolique et ainsi de suite. On essaye de faire en sorte que les gens ne rentrent pas tous les uns les autres dans le magasin. Après c'est vrai qu'on est plutôt une activité de service, donc les gens, c'est pas comme un fruitier où les gens ils flânent, ils regardent qu'est-ce qu'ils vont acheter ou quoi. Là ils viennent, ils nous déposent la prestation et puis au revoir. Nous en tout cas, on met les gestes barrières de notre côté pour les protéger eux. Les masques, toutes les 2 heures, on les passe au fer pour vraiment bien les désinfecter et tout ça. On s'était préparé avec mes collègues, on avait bien tout organisé pour recevoir la cliente dans toutes les sécurités possibles pour elle comme pour moi. Qu'est-ce que vous avez mis en place du coup? Donc comme vous pouvez voir, il y a le plexiglas à la caisse, il y a le sens de circulation, il y a des limitations pour pas que les clientes se croisent. Entre chaque rendez-vous, on a pris un peu plus de temps pour éviter encore plus que les clientes se croisent. Il y a du gel hydroalcoolique à leur disposition, on désinfecte après chaque prestation. Et là, je l'ai enlevé, mais j'ai la visière pour tout ce qui est épilation au visage et soins visage. Nous, dans le magasin, on porte les masques. J'ai fait du fléchage par terre pour les distances. On a fait un écran à la caisse pour la séparation avec les clients. On a du gel à disposition des clients. Et après, moi, je livre pour les gens qui ne veulent pas se déplacer. Voilà, le reportage de Martin Torrent au centre commercial des Coquets sur les plateaux nord de Rouen à Mont-Saint-Aignan pour être précis. Restez avec nous tout à l'heure, on ira à Louviers. Nous irons à Vernon, enfin tout de suite à Louviers, on ira à Vernon, on ira à Fécamp aussi, prendre le pouls de ces différents territoires. Mais pour l'instant, Anthony Quindroy a absolument souhaité à ce que nous allions à Louviers. Bonjour Audrey. Audrey, est-ce que tu nous entends? Audrey Clier, journaliste à la rédaction locale de Paris Normandie à Louviers.
Audrey, la première question, est-ce que tu es toujours très émue de nous voir Ah, vous la tutoyez, Audrey? Mais oui, on la tutoie, Audrey, on la connaît depuis longtemps maintenant. Non, une première question vraiment, est-ce que tu as retrouvé la trace de la personne qui t'avait laissé un message au tout début du confinement pour remercier les équipes de Paris-Normandie? Alors malheureusement non, pourtant un appel à témoins avait été lancé dans le journal quelques jours après. Alors je me permets de relancer l'appel. Alors c'était une certaine Madame Glenel vers Fécamp. Donc si elle nous écoute, qu'elle n'hésite pas à rappeler la rédaction de Louviers. Et je prendrai un grand plaisir à la remercier et à lui je pense, la remercier au nom de tout Paris-Normandie. Et question déconfinement maintenant, qu'en est-il au niveau des masques dans la région de Louviers? Alors, je sais que le sujet a été abordé sous toutes ses coutures depuis quelques semaines, mais je tenais à le présenter sous un tout autre angle. En fait, depuis fin mars, les détenus de la prison de Val-de-Reuil fabriquent aussi des masques, environ 1000 par jour. Ils ont été 37 et ils ont été formés pour cette production. C'est des masques qui ont été testés et homologués. Voilà, donc c'est des masques en tissu, lavables une 20aine de fois. Ils seront distribués au ministère de la Justice et auprès du personnel soignant. D'ailleurs, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, est venue leur rendre visite à l'atelier le 21 avril. Donc, à la base, c'est un atelier qui sert à fabriquer les vestes et les pantalons des agents pénitentiaires. Voilà. Je précise que la prison de Val-de-Reuil n'est pas la seule à fabriquer des masques en France. Elles sont au nombre de 8 exactement. Voilà. Je trouvais que c'était important d'en parler parce que ça montre l'implication de tous les Français. Tous les Français veulent vraiment contribuer à l'effort national, les détenus y compris. Mais enfin, ils n'ont peut-être pas le choix en même temps. Est-ce qu'on leur a donné le choix? Oui. D'accord. Oui. Salut Audrey, tu parles de Val-de-Reuil, ça me fait penser à un autre sujet, mais ce que je disais, cette interview du maire de Val-de-Reuil, Marc-Antoine Jamet, qui parle des soucis, des recours qu'il a pu y avoir suite à l'élection, au premier tour des élections le 15 mars. Il fait partie de ceux qui, même s'il a été réélu, qui considèrent qu'il y a un problème de légitimité. Est-ce qu'il y a d'autres maires comme ça qui ont réagi sur ton secteur, du côté de Louviers? Non. Par exemple, je pense à Louviers. François-Xavier Prulot a été élu également au premier tour. Donc, voilà, c'est... de toute façon, la décision a été prise par le gouvernement. Et t'as pas eu d'écho, de recours et de maires aujourd'hui, de non-élus qui souhaitent déposer des recours? Pas sur mon secteur. Ok. Audrey, les marchés ont repris à Louviers également. Quelle était l'ambiance sur le marché hier? Alors, à Louviers, il y a 2 marchés, celui du mercredi et du samedi. Celui du samedi est plus conséquent, mais malgré tout, hier, il y a eu du monde. On sentait que c'était attendu. J'ai discuté d'ailleurs avec quelques clients. Les caddies étaient remplis de fruits, légumes, poissons, et tous m'ont dit que ça leur avait énormément manqué, même s'il n'y avait que 7 stands le mercredi. Voilà, il y avait beaucoup de monde. Les gestes barrières étaient respectés. Tout le monde avait des masques, des gants, et ça manque énormément. Oui, Audrey, juste une question, parce que ça fait le lien avec une réaction d'une des internautes qui nous suivent. Elle nous dit que ça serait bien de reparler des bons gestes s'agissant de l'utilisation des masques. Est-ce qu'à Louviers, vous constatez que les gens utilisent bien leurs masques? Parce qu'effectivement, des bonnes pratiques et les mauvaises pratiques, bien sûr, sont absolument à éviter. Oui. À Louviers, les gens portent les masques. Au marché, je rebondis dessus. Donc, il y a beaucoup de gens qui portaient des masques. Et d'ailleurs, des panneaux sont affichés un peu partout pour rappeler les gestes barrières. Bon, le masque n'est pas obligatoire sur le marché, mais voilà, la municipalité a installé des panneaux pour rappeler les gestes barrières et les gens en ont conscience visiblement. Thomas? Non, vous aviez une question, Thomas? Oui, Thomas, c'est vous qui me regardiez. Si Thomas avait une question, puisque sur le marché du Neubourg, il y avait par exemple d'autres stands que d'alimentaire. Si c'était ta question, Thomas. Est-ce que sur le marché de Louviers, il y a autre chose que de l'alimentaire? Non, là, c'est réservé qu'à l'alimentaire pour l'instant. Voilà, je te sauve sur ce coup-là, Thomas, mais la prochaine fois, ce sera toi. Merci beaucoup, Audrey. C'était très sympa d'intervenir dans le direct depuis Louviers.
À bientôt, peut-être pour une prochaine intervention ces prochains jours. Tout à l'heure, juste après le sujet nous allons vous présenter maintenant, nous irons à Vernon. Et vous verrez, à Vernon, les fraises de Michel s'arrachent. De quoi il s'agit encore certainement des histoires de marché. Juste un petit sujet, parce que tous ceux qui s'intéressent aux courses de chevaux, au PMU, vous pouvez aussi se poser la question. On n'a pas parlé beaucoup du PMU jusqu'à présent. Alors, ça, là aussi, ça repart. Je précise d'ailleurs pour Gérard, qui nous faisait la remarque tout à l'heure, il nous disait le titre de Paris-Normandie, ça repart. Il le trouvait un peu ambigu parce qu'il se demandait si c'était le coronavirus qui repartait. Non, non, il est associé à un titre sur les marchés. La Normandie retrouve au fil de l'eau ses marchés. Donc, bien sûr, ça repart pour les marchés. Donc, le PMU, ça repart doucement. On peut commencer à rejouer, mais vous voyez, vous allez voir, tout n'est pas remis en route, loin de là. Le PMU a rouvert depuis hier et nous attendons malheureusement d'avoir la clientèle qui revienne de façon à pouvoir ouvrir le PMU et faire le course par course comme on faisait habituellement. Actuellement, nous pouvons uniquement faire le quintet, prendre les courses de quintet sur notre machine, notre terminal principal. Ils ne peuvent pas regarder les courses, non, ils peuvent jouer, on peut leur prendre leur pari sur la machine, mais ils ne peuvent pas rester dans l'établissement et suivre le course par course. Ou à la télé, ou alors ils reviennent avec leur ticket. Il y en a toujours à qui ça manque, puisqu'ils passent pour certains leur après-midi devant les chevaux. La passion du PMU. Et voilà. Reportage de Dorothée Brimont sur ce sujet du PMU. Encore une fois, comme vous l'avez vu, tout n'est pas relancé, loin de là, comme je disais juste avant de lancer ce sujet. Pour l'instant, nous allons partir à Vernon. Tout à l'heure, on ira à Fécamp. Bonjour David. À Vernon avec David Goudet, journaliste à la rédaction locale de Vernon. Bonjour David. Bonjour à tous. Bonjour David. Alors, je disais tout à l'heure que les fraises de Michel s'arrachaient sur le marché de Vernon, qui a repris hier, j'imagine, avec bonheur. Vous avez acheté des fraises, David ? Non, je n'ai pas acheté de fraises. J'étais trop occupé à discuter avec les commerçants qui étaient bien évidemment ravis de ce jour. Le marché, c'est un temps fort dans la vie des communes, et notamment des communes moyennes. Il y avait beaucoup de monde très tôt le matin. Alors le cadre sécurisé et confiné de la place du Vieux-René a pu en désorienter certains. La place était enserrée par des barrières, du ruban. Il y avait une seule entrée, 2 sorties. Et il y avait un cheminement à l'intérieur qui était un petit peu particulier. Mais bon, pour autant, les gens étaient là, les commerçants aussi. Beaucoup de queues, beaucoup d'impatience et beaucoup de bonne humeur surtout. Ce qui prouve aussi que malgré le contexte sanitaire particulier, il y a un goût de la vie et de reprendre sa vie qui était important. Thomas. David, pour le coup, hier matin, j'étais au Neubourg. Alors, effectivement, j'ai senti aussi que c'était un jour important, cette reprise du marché. Mais ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il y avait aussi beaucoup, finalement, je me suis aperçu que beaucoup de commerçants, de producteurs, s'étaient aussi quand même adaptés. Et finalement, la vie, elle s'était pas arrêtée tant que ça pour beaucoup. Ils ont continué, ils ont fait de la livraison, ils ont fait beaucoup de choses. Il y a quand même pas mal d'adaptations aussi. Exactement. Alors certains ont profité aussi de beaucoup de solidarité. Michel, le fameux producteur de fraises installé dans l'Oise, donc hier a écoulé sa centaine de kilos de fraises cultivées en pleine terre en moins de 2 heures. Lui, justement, a profité de la solidarité d'un brocanteur de Vernon qui a mis en place un système de drive en fait, pour ses fraises. Michel m'expliquait que sans ça, ces fraises seraient parties malheureusement au rebut. Voilà.
démarrer, ça va monter en puissance la reprise du marché? Est-ce que là, pareil, pour faire référence au Neubourg où j'étais, on m'a indiqué que ça allait repartir progressivement en autorisant de plus en plus de commerçants à revenir. Ça va être le cas aussi à Vernon? Alors, hier, la place du Vieux-René était bien pleine. Ouais. De mémoire, pour être non pas un habitué, mais pour aller fréquemment au marché, voire prendre le pouls, quasiment tous les commerçants habituels étaient là. Alors je sais qu'il y a un poissonnier, parce que j'en ai discuté avec d'autres commerçants qui a ses habitudes, qui lui n'a pas pu venir. Malheureusement, il a eu un problème avec son système de production de glace pour garder son poisson frais. Donc il n'a pas pu venir, mais il n'y avait pas que de l'alimentaire hier. On a aperçu aussi quelques étals avec des vêtements, des draps, quelques traiteurs aussi. À mon avis, le marché, en tout cas le marché du mercredi, est déjà à son rythme de croisière. Okay. Et question toute simple, dans les rues de Vernon, quelle est l'ambiance depuis le début du déconfinement? Est-ce que vous sentez un vrai retour des gens dans la rue ou est-ce que c'est encore assez calme? Non, vraiment le déconfinement, il est là, hein, clairement. Dès lundi, on a observé une agitation vraiment inhabituelle. Depuis 2 mois, mais inhabituelle aussi pour un lundi, curieusement, qui est traditionnellement un jour off pour les commerçants. Justement, beaucoup d'entre eux ne se sont pas fait prier pour être là en matinée ou dès l'après-midi à la disposition de leurs clients. Beaucoup de circulation. Alors, on va dire que c'est presque la vie a presque normalement repris son cours, à l'exception effectivement des masques qui sont très présents sur les visages, même si tout le monde ne se déplace pas avec un masque dans la rue. David Aurore, qui nous suit, nous demande jusqu'où il vend ses fraises, le producteur. Ça l'intéresse? Alors, il est un habitué du marché de Vernon. Donc, si vous aimez ces fraises, vous pouvez revenir samedi à Vernon. D'accord. Sinon, de ce qu'il a pu m'expliquer hier, il vend aussi à Parnes. Donc, c'est là où il est installé, dans l'Oise. Voilà, donc. Est-ce qu'elles sont bio? Pardon? Est-ce qu'elles sont bio? Parce que vous irez lui demander, Thomas. Moi, je propose plutôt que David, la prochaine fois que vous venez au 107, vous nous ramenez des fraises de chez Michel, s'il vous plaît. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, David, pour toutes ces anecdotes et ces infos aussi en provenance de Vernon. Et j'en profite pour vous dire, vous qui nous suivez, à propos des marchés, que Bernay, ça réouvre samedi. Bolbec, c'est ouvert depuis lundi. Dieppe, c'est ce samedi que ça ouvre. Évreux est en cours de semaine de réouverture. Fécamp, ça ouvre également samedi. Honfleur, samedi 23 mai. Pont-Audemer, vendredi. Et puis, je précise d'ailleurs en Normandie que Trouville est resté ouvert pendant tout le confinement, si l'info vous intéresse. Et c'est à retrouver en page 6 de Paris-Normandie d'aujourd'hui. Laissez-moi terminer, Anthony. Mais non, mais je vous voyais énumérer tout ça, mais tout est dans le journal. Oui, mais tout le monde n'a pas le journal. Mais donc, tout le monde peut l'acheter. Voilà. Donc, effectivement, c'est dans le journal du jour. Ne nous privons pas d'en faire la promotion. Nous allons maintenant être en liaison avec le responsable commercial d'un groupe qui s'appelle Antea. C'est intéressant parce que leur activité est orientée vers toutes ces activités de pollution, d'assainissement, bref, en rapport avec l'environnement. Qu'ont-ils à nous dire s'agissant de la crise que nous vivons actuellement? Et puis, comment travaillent-ils? Ça nous intéresse. Bonjour, Benoît Le Révérend. Bonjour. Alors j'ai fait le prélancement, mais peut-être pouvez-vous préciser les activités qui sont les vôtres. Alors Antea, c'est une société d'ingénierie, donc notre métier c'est de réfléchir à des sujets et particulièrement sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Donc on intervient à la fois pour des collectivités mais également pour des industriels. Vous avez un certain nombre d'agences en France, dont une agence à Rouen d'ailleurs? Oui, on a une trentaine d'implantations sur le territoire national et 2 implantations sur la Normandie, à Rouen et à Caen. Alors, ce qui nous intéresse, c'est comment des gens qui sont spécialisés dans l'environnement ont vécu ce confinement, comment vous vous êtes organisés. Est-ce que vous avez eu des méthodes un peu plus particulières, un peu plus originales peut-être que d'autres entreprises qui ne seraient pas dans ce secteur? Alors pour nous, la situation, ça a été surtout de s'adapter
je dirais, à la fermeture de certains sites, parce que certains sites industriels ont largement réduit leurs activités, donc on n'a pas pu forcément intervenir sur ces sites, par exemple. Tiens, attendez, je vous coupe, Benoît, mais dites-nous, justement, pour qu'on comprenne bien, citez-nous de manière très concrète 2 ou 3 missions. Est-ce que vous êtes intervenu sur le Brisol, par exemple? Voilà, quelques missions très, très concrètes pour que toutes celles et ceux qui nous suivent comprennent bien quel est votre métier. Oui, par exemple, hein, sur un site d'une carrière où on fait la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface, par exemple, bon, on a été obligé de différer notre intervention parce que le site était fermé, donc on n'avait pas la possibilité d'intervenir. Et puis, au-delà de ça, on a aussi, nous, dû subir des arrêts de toute la chaîne, de l'ingénierie, c'est-à-dire que nous, on fait des prélèvements, par exemple, puis derrière, on a besoin d'un laboratoire d'analyse. Et ces laboratoires n'étaient pas forcément au moment où on avait besoin complètement disponibles. On a aussi besoin des chaînes de logistique, de transport de ces échantillons. Donc vous voyez, tout ça fait qu'on a été obligé de ralentir ou d'annuler un certain nombre de nos missions. Est-ce que vous misez sur on parle beaucoup de cette prise de conscience, ce retour vraiment, là, cette fois-ci, à une économie plus proche de l'environnement. Est-ce que vous misez là-dessus, justement, pour les mois à venir ? Effectivement, on s'est posé la question et on espère effectivement que certains grands groupes industriels relocalisent des activités sur la Normandie. Et donc, nous, on s'est interrogé là-dessus et on a commencé à regarder un petit peu quels étaient les sites sur lesquels ces industriels pourraient s'implanter, et notamment les anciennes friches industrielles qui pourraient être réutilisées pour ça. Et donc ces friches industrielles anciennes, il faudra forcément les dépolluer pour pouvoir réinstaller de nouvelles activités. Donc ça, c'est potentiellement pour nous des marchés qui, dans les mois qui viennent, pourraient s'ouvrir pour nous et sur lesquels on va être effectivement attentif. Et vous parlez de mois, Benoît le Révérend, et pour les années ou les décennies qui viennent, dans un groupe comme le vôtre, quand on réfléchit, qu'est-ce qu'on entrevoit, s'agissant à la fois de l'évolution de votre métier, mais aussi de la façon dont la vie peut s'organiser différemment ? Il y a différents niveaux, mais c'est vrai que le marché sur lequel on se porte, on imagine qu'il va forcément évoluer. Des activités peut-être liées à tout le monde du pétrole, par exemple, va peut-être changer un peu ces types d'activités. On va peut-être aller vers une société un peu moins carbonée, donc forcément ces industriels très liés aux activités pétrole vont peut-être changer ou décliner, et puis d'autres industriels vont changer ou apparaître sur le marché. Et pareil aussi pour les habitudes des collectivités, sur la manière d'aménager le territoire, sur la place du transport. Là aussi, il peut y avoir des changements dans la manière dont on aménage nos territoires. Des leçons à retenir peut-être ? Est-ce que vous en voyez quelques-unes et majeures pour vous là, qui vous viennent à l'esprit ? Pas dans l'immédiat. Je pense que ça va être un mouvement de changement qui va être progressif, qui va être long, avec sans doute aussi des tentatives ou des vieux réflexes qui vont revenir sur des solutions qu'on a connues et qui sont relativement faciles parce qu'on les connaît. Mettre en place une pratique de changement dans des habitudes qui sont parfois assez ancrées dans nos habitudes, ça peut prendre du temps. Très bien. J'imagine, pour conclure, Benoît le Révérend, que vous ne pourrez être que d'accord avec cette phrase de conclusion qu'a eue l'aventurier explorateur Bertrand Piccard, qui était avec nous, comme vous, là, il y a quelques jours, qui nous disait « Nous ne pourrons pas reconstruire le monde polluant que nous avons connu avant ». Il serait de bon ton effectivement de profiter entre guillemets de cette occasion, de cet arrêt un peu brutal, je dirais, de notre économie pour effectivement se reposer les bonnes questions et repartir sur des solutions qui soient meilleures pour notre environnement. On a effectivement maintenant là une occasion d'y aller, qu'on aura peut-être, je l'espère, peut-être pas dans ces conditions-là, mais c'est effectivement le moment, c'est une occasion pour y aller, oui. Merci beaucoup d'être intervenu dans le direct Lignes ouvertes sur PNTV. Merci. Au revoir, Benoît le Révérend. Merci beaucoup.
On s'achemine tranquillement vers la fin de ce programme. Restez encore avec nous parce que tout à l'heure, nous allons aller à Fécamp, belle station balnéaire qui avait prévu un bel événement aussi, hein, la Grande Escale en juillet. Malheureusement, ça fait partie des événements qui auront dû être annulés. Un petit focus sur un sujet qu'Anthony apprécie beaucoup, qui est la bande dessinée. Comme Thomas est le monsieur musique. Voilà. Et vous, Anthony, vous êtes le monsieur BD, puisque toute l'année, sur les canaux de PNTV, Anthony nous propose la Minute BD. Eh bien, regardez, c'est sa toute récente production. Juste techniquement, c'est pas moi qui la propose, ce sont les libraires qui choisissent leur coup de cœur et qui le défendent. Voilà. Et j'en profite pour saluer les internautes, puisque je dois vous abandonner. Eh bien, vous nous abandonnez lâchement. Et puis, regardez, c'est intéressant, c'est un très beau volume. Il s'agit de l'histoire de la bombe d'Hiroshima, ça peut vous intéresser. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle Minute BD. Comme à chaque fois, un coup de cœur d'un libraire. Et cette semaine, c'est Mathieu de la librairie Lumière d'Août qui s'y colle. Bonjour, alors en BD de confinement, je vous propose La Bombe. Ce titre n'est pas un titre superlatif concernant ce magnifique roman graphique de 450 pages. Voyez l'épaisseur du bouquin. C'est un dessin en noir et blanc, je préfère prévenir pour ceux qui sont un petit peu allergiques au noir et blanc. Et La Bombe traite du sujet de la bombe d'Hiroshima, de sa genèse en tant qu'idée par les scientifiques allemands avant la guerre, jusqu'à la course à l'uranium pendant la Deuxième Guerre mondiale. On voit d'ailleurs toute cette Deuxième Guerre mondiale à travers ce prisme de course à l'uranium à travers le monde, que ça soit du côté américain, bien sûr, principalement, et du côté allemand. On va croiser énormément, bien sûr, de personnages historiques, que ça soit les présidents Roosevelt, Eisenhower, Oppenheimer, Einstein, pour ne citer que les plus connus, et bien sûr, plein d'autres. Les auteurs ont aussi eu l'intelligence de remettre des dialogues historiques qui nous fait voir que les scientifiques avaient conscience de la dangerosité de l'uranium et de cette bombe à hydrogène qui a éclaté le 6 août 1945 et dont on va se fêter tristement les 75 ans au mois d'août. À lire absolument La Bombe aux éditions Glénat. Merci Mathieu, on rappelle que ce titre est disponible dans toutes les librairies, dont la vôtre, à Rouen. À très vite pour une nouvelle Minute BD. Voilà, la Minute BD qui vous est proposée toute l'année par Anthony Quindroy et son important réseau de libraires amateurs de ces fameuses bulles. Vous lisez de la BD, Thomas ? Oui, j'aime beaucoup. Ouais. Quel genre ? Alors, c'est très clivant la BD, hein, parce que, vous voyez, par exemple, moi j'aime la ligne claire, et alors beaucoup d'amateurs me disent « Oh, c'est ringard la ligne claire ». J'aime plutôt la BD indépendante, j'aime bien les histoires des trucs un peu inspirés des séries Z, j'aime bien quand c'est un peu sanguinolent, voilà. Alors nous allons maintenant partir à Fécamp, ça sera notre dernière escale pour aujourd'hui. Du bord de mer, ça va nous faire du bien, où nous allons retrouver Mathias Chaventré qui est journaliste à la rédaction locale là-bas, Paris-Normandie de Fécamp. Bonjour Mathias. Salut Mathias. Bonjour à tous. Bonjour, merci, c'est sympa d'intervenir en direct dans Ligne Ouverte, comme vos collègues de Louviers et de Vernon tout à l'heure, pour nous donner les échos du territoire normand. Voilà, comme ça, à vif. Et puis c'est le moment pour nous, juste avant d'entamer cet échange, Mathias, avec vous, de saluer chaleureusement les auditeurs de Radio Sensation, puisque, vous le savez Mathias, nous sommes chaque jour codiffusés sur les ondes de Radio Sensation, et c'est un plaisir voilà, d'avoir cette relation aussi avec ses auditeurs. À bientôt pour les auditeurs. Et nous continuons sur les supports numériques de Paris-Normandie, le site web et puis la page Facebook de Paris-Normandie. Mathias, on en parlait il y a 2 minutes. L'événement tristement marquant à Fécamp, ça a été l'annulation, ou du moins le report de la Grande Escale. Quel est le moral aujourd'hui des organisateurs ? Est-ce que tu as pu discuter avec eux depuis cette annonce ? Bien sûr, tout d'abord, ils espéraient un report et pas un report à court terme. À court terme, ça aurait été fin août. Malheureusement, ça n'a pas pu se mettre en place parce qu'il y avait des bateaux qui manqueraient, parce que il y avait des petits soucis d'organisation. Maintenant, c'est reporté à l'année prochaine, certainement pour repartir de plus belle. Il n'y a pas de découragement et on ne se laisse pas se battre. C'est ça, la phase d'abattement est passée ? C'est ça, exactement. Ouais. C'est reparti. Comme dirait le titre de Paris-Normandie. De manière générale, comment s'amorce ce début de saison Fécamp station balnéaire ? On parle beaucoup de réouverture de plage en ce moment. Alors, quelle est l'ambiance un petit peu chez les commerçants, les restaurateurs, tous ces professionnels du tourisme qui doivent être quand même très stressés en ce moment, très angoissés ? Oui. Et on sait bien que Fécamp vit beaucoup sur le tourisme à l'heure actuelle. Nous attendons, comme beaucoup d'autres, les réouvertures des plages
et voilà, et aussi pour les plaisanciers. Hein. C'est le tourisme, c'est la plaisance. Voilà, on attend des nouvelles. On sait déjà, avec le déconfinement, c'est vrai que les gens se baladent plus facilement en ville, fréquentent plus les commerces du centre-ville. Beaucoup de restaurateurs ont mis en place du drive. Voilà, maintenant, sur la plage, les fécamps ont déjà un petit peu repris place, hein, parce que ils se baladent malgré l'interdiction, notamment sur les quais et sur la plage. Bon, voilà, on attend avec beaucoup d'impatience le début de la saison touristique et certains sites pensent à déjà rouvrir, bien sûr. Juste avant la prochaine question de Thomas Dubois, Mathias, j'en profite. Vous voyez, c'est le côté sympa de ces programmes en direct avec tous nos amis internautes. Il y a Nadine qui vous souhaite bonne fête, Mathias, puisque c'est la Saint-Mathias aujourd'hui. Exactement, 14 mai. Juste, ouais, tu disais les quais, la plage, actuellement, c'est toujours, en théorie, interdit d'accès. C'est en théorie interdit. La ville l'a rappelé dans son plan de déconfinement. Déjà en fin de semaine dernière, c'était un peu plus détendu, il y avait un peu plus de monde. Là, vraiment, il y a du monde. Et voilà, on se balade, on reste prudent, parce qu'on est masqué, hein, ça c'est sûr. Ouais. Maintenant, l'appel de la mer et de l'air marin est difficile à contourner. Et des contrôles, justement? Est-ce que tu sens une présence de force de l'ordre? Ouais. Pendant le confinement, là, on sent que voilà, il y a moins la peur du policier et du coup, les gens reviennent. D'accord. Fécamp, on pense évidemment à la Bénédictine. Ça fait partie des sites qui attendent aussi de rouvrir toujours aujourd'hui, j'imagine. Oui, c'est en travail. Ce sera peut-être dans un musée privé. Ce sera peut-être le premier site de Fécamp à rouvrir au tourisme, tant sur la dégustation que sur les visites. Voilà, c'est bien sûr, tout le monde est dans les starting blocks, en espérant que la saison touristique puisse reprendre au plus vite. Mathias, 3 sujets peut-être pour finir sous forme de brève. 2 mots sur l'école qui a repris? Oui, l'école a repris. Moi, j'y suis allé voir ça ce matin, notamment à l'école du port. L'ambiance est spéciale. Comme vous pouvez voir sur la photo, il y a un agent qui attend chaque élève, qui remet un kit aux parents. Ensuite, chaque enfant est dirigé vers les sanitaires pour se laver les mains. Et c'est qu'ensuite qu'il rencontre son enseignant dans la salle de classe. Donc, une ambiance assez lunaire, avec peu de monde, mais d'accord. Un début de reprise en tout cas. Deuxième brève, Mathias. Il paraît que là-bas, par chez vous, il y a des Belges qui sont confinés sur leur bateau. Oui, c'est une drôle d'histoire belge. C'est l'histoire de Grégory et de Jennifer, qu'on peut voir à l'écran. Il y a 18 mois, Grégory a décidé de tout vendre, maison, voiture, mobilier, pour se rendre sur l'île Maurice. Malheureusement, pour l'instant, ils sont bloqués à Fécamp. Ils sont bloqués déjà depuis fin novembre, parce que la météo n'était pas très clémente. Ensuite, dans le port de Fécamp, il y a un coquillard, un bateau pour la coquille Saint-Jacques qui a percuté le petit voilier et du coup s'est trouvé bien abîmé. Ils ont passé l'hiver sur leur bateau. Drôle d'histoire. Ce n'était plus possible parce qu'il y avait le confinement. Ok. Prisonnier à Fécamp. Ouais. Et puis, alors, troisième brève, Mathias, à Fécamp, on ne fait pas du football, on fait du e-sport. Eh ben oui, parce qu'il y en a qui sont sur leur bateau, mais il y en a qui ne peuvent pas rejoindre les terrains de foot. Et du coup, l'équipe de l'USF, l'Union Sportive Fécampoise, a mis en place un championnat de e-sport. Ils participent à ce championnat tous les soirs sur Internet. Ils ont créé leur équipe avec vraiment du travail d'équipe, avec un capitaine, un manager, une feuille de match, des stratégies. C'est une nouveauté et ça séduit beaucoup à Fécamp parce qu'il y a déjà 2 équipes qui participent en compétition. Thomas, la dernière question, puisqu'Anthony n'est plus là. Je croyais que c'était FIFA. Non, j'aime bien jouer à FIFA. Je suis super nul, mais j'adore jouer à FIFA. Il faudrait que je vienne à Fécamp. Tu es le bienvenu. Voilà, alors allez à Fécamp parce que c'est quand même une belle station balnéaire. Je ne sais pas pourquoi je dis quand même d'ailleurs, c'est une belle station balnéaire, façon de parler. Et puis si vous allez à Fécamp, eh bien vous verrez au coin, là, au centre-ville, d'ailleurs au cœur du marché quand il a lieu, il y a l'agence locale Paris-Normandie. Vous pourrez dire allez bonjour à Mathias. Et puis à Sylvie aussi qui est en vacances actuellement. Voilà, elle revient lundi. Elle revient lundi. Merci Mathias, Merci, au revoir. Mathias. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. À bientôt. On termine, mon cher Thomas, et puis chers amis qui nous suivaient, on termine avec la recommandation du jour pour utiliser nos écrans. Elle nous est faite, comme d'habitude, par Martin, qui se met en place, il pose sa caméra, il attrape son micro. Martin. J'espère qu'il ne va pas
prendre une douche et faire un brushing. Non, ça y est, on y est. Il a encore les cheveux mouillés. On y arrive enfin. On y arrive enfin. Alors, oui, en quelques mots pour lancer votre sujet, vous nous proposez quoi? Alors le film s'appelle Gladiator. Donc voilà, on le connaît, Gladiator. On le connaît. On a envie de le revoir en fait finalement. Moi je l'aime beaucoup. Voilà, ça fait partie d'un petit coup de cœur. C'est sorti dans les années 2000. Avec Russell Crowe. Exactement. Et il passe ce soir sur TMC aux alentours de 21h, 21h05. Donc en prime time, sur TMC. En prime time, juste 2 mots et puis vous lancez le sujet. Pourquoi vous aimez Gladiator? La sensation, le rythme, on s'ennuie jamais en fait. Non, ils sont sans arrêt en train de s'entretuer, alors on s'ennuie pas, ça c'est sûr. C'est ça. Et le truc surtout, c'est que j'adore la musique. Il y a Hans Zimmer qui est derrière aux manettes, une super musique. Et aussi, je vous laisse. Je crois que vous aimez beaucoup les films de gladiateurs en général. J'adore. Bon, évidemment, c'est ce qu'on appelle une très grosse production hollywoodienne. Exactement, mais c'est surtout, je trouve, un très bon film sur la Rome antique. Je trouve. La Rome antique. Vous anticipez ma rubrique ciné, vous l'avez même pas vue et vous allez voir, je fais la en vous même disant blague. ça, je pensais à la chanson des années 80 de François Feldman dans la Rome antique, les romantiques. Vous vous souvenez de ça Pas du tout. La chanson de François Feldman. Je me souviens des valses de Vienne. Je crois qu'on dévie beaucoup là. Deviennent les valses de Vienne. Sauf que là, vous avez beaucoup trop anticipé sur ma première vanne de la rubrique ciné, donc je suis un peu dégoûté, Sylvain. Merci Martin, merci Thomas, merci Anthony qui est parti, et puis merci à vous de nous suivre. On se retrouve demain, même plateau. Même heure. À demain. Ciao. Bon après-midi. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique ciné. Aujourd'hui, on a un décor qui a changé, vous inquiétez pas, ça va vite redevenir comme avant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film, un film d'action, ça change pour une fois. Il se passe en Rome antique, et c'est un film aussi un petit peu Rome antique. Écoutez, on s'amuse comme on peut. Il est sorti dans les années 2000, il a reçu comme récompense l'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur acteur. La musique est composée par Hans Zimmer. Je parle bien sûr du film Gladiator. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Commandant en chef des armées du Nord. Général des Légions Félix. Mais j'aurai ma vengeance. Dans cette vie ou dans l'autre. Je veux que tu deviennes le protecteur de Rome à ma mort. Maximus. Garde! Tu les retrouveras. Mais pas encore. C'est un film de combat, mais aussi un combat contre l'injustice. Maximus, le personnage principal, est un fidèle guerrier de Marc Aurèle. C'est un des meilleurs, un très grand meneur d'hommes et guerrier. Malheureusement, Marc Aurèle va se faire assassiner par son fils et celui-ci va vouloir assassiner Maximus. Bien sûr, le héros principal va réussir à s'en sortir, mais va se faire capturer et devenir esclave et gladiateur. Il va se battre pour reconquérir sa liberté et mettre au point sa vengeance. En regardant ce film, on ressent énormément de sentiments, comme par exemple la joie, la colère, l'injustice, mais aussi énormément d'adrénaline durant les combats. Ce film est bien réalisé, bien rythmé, avec un personnage principal très attachant. Bien sûr, c'est l'archétype du héros. Après 20 ans, ce film n'a pas pris une seule ride. On pourrait croire qu'il a été même produit cette année. On est avec le héros du début à la fin, on ne s'ennuie jamais. Merci beaucoup de m'avoir regardé, passez une très bonne journée, bon visionnage et à bientôt.